Quel timing imparable. Bonjour Internet. J'espère que vous allez bien. On est dimanche 5 mars 2023. Il est 17h pile poil. La musique vient de se terminer pile poil. Premier dimanche du mois, qu'est-ce qu'on fait? On récapitule un peu l'actu de King du mois de février, ce qui nous prend en général 20-30 minutes. Et après, on part sur le chapitre 9, 8, je sais plus. Coucou Books of Swarley et salut Loris, bienvenue. Et après on part sur Alan Wake, comme à chaque fois, faire un peu le tour des refs à King. Coucou Julien, bienvenue ici, merci d'être là. Le tour des refs à King dans Alan Wake, premier du nom, parce que le 2 n'est évidemment pas sorti. Dans la souffrance, parce que le jeu vieillit quand même pas très bien. Mais avant ça, on a des choses à se dire. Coucou Danito19, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. Je démarre toujours un peu en trombe, mais en fait on a pas de temps à perdre, et puis en fait en vrai si vous voulez discuter, on prendra le temps de discuter, mais en attendant, on a quand même ceci qui nous intéresse dans l'actu de King. Si la musique est trop forte, dans le fond vous me dites, hein, c'est pas ouf. Coucou Enardan, bienvenue. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Que vous passez une bonne fin de semaine et que vous vous remettez bien de vos émotions pour les personnes qui ont eu des activités intenses ce matin. Que disais-je? L'actu de King en février. Alors, il n'y a plus des gros mois d'actu comme on avait à une époque, juste avant le Covid, avec 8 milliards d'adaptations et compagnie. Là, ce qu'on a, une première actu qui nous intéresse quand même. C'est bien que ça s'ouvre pas dans le bon onglet, ça. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Non. Alors attendez. On va faire ça autrement. La première actu qui nous intéresse chez King, c'est quand même toujours ses parutions. Ce qu'on a qui arrive là en français, la prochaine sortie en français, c'est Contes de fées, la traduction de Fairy Tail, qui est sortie en anglais en septembre dernier. On savait... est-ce que ça a été... Non, c'est pas celui-là qui a été repoussé en roman physique chez Albin Michel. Ça sort le 12 avril. Et là, la date qu'on a eue, c'est la sortie en version livre audio chez Audiolib, qui fait toujours... On a des très très bons livres audio en français de King, et ça, c'est vraiment un plaisir, qui sortira le 7 juin. Donc, un peu après... Pas beaucoup après non plus. En vrai, entre avril et juin, il y a de quoi attendre. Moi, je conseille vraiment que ce soit Audiolib ou Audible. Les livres audio de King, alors ils m'ont sauvé la vie au moment où pour le roi Stephen on lisait La Tour Sombre, et où il y avait des grèves, et où du coup je passais ma vie à marcher pour aller au travail ou pour aller en soirée. Et en fait, les livres audio, c'est vraiment... c'est la vie. C'est la vie. Donc, Contes de fées, livre papier, Albin Michel, 12 avril, livre audio, Audiolib, 7 juin. Contes de fées, on rappelle, c'est le dernier roman de King, et c'est un roman full fantasy, full ce qu'il sait faire. Salut Christo the Crix, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Conte de fées, c'est full ce qu'il sait faire, un jeune avec un chien qui rencontre un vieux, qui le mène vers une porte vers un autre monde. Donc tour sombre, talisman, tous ces trucs-là. C'est vraiment très très bien, moi j'ai beaucoup aimé, on est comme sur un gros pavé. La VO faisait 550-600 pages, la couverture est tellement belle, on est d'accord. La couverture, ils reprennent Albin Michel, ils reprennent les droits américains. Donc ça, c'est la couverture américaine qui est reprise en français. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, on peut chipoter parce que en anglais, c'est Fairy Tail, et là, ils nous mettent un S à fée, comme si c'était Fairy's Tail. Mais pourquoi pas? Comme ils veulent, c'est pas très grave. Et en fait, à ce compte-là, je peux vous trouver la couverture anglaise, qui est assez cool aussi en général. C'est celle-là, on l'a vue là. Ips. C'est celle-là qui est à gauche. Ça, c'est la couverture de l'édition anglaise, qui est bien, qui ressemble assez à la couverture de l'Institut, du même éditeur. C'est vrai que j'aime aussi quand même beaucoup celle-là. Hâte de le lire, ouais. J'espère vraiment que la traduction sera à la hauteur. On dirait un peu du Artemis Fowl. Artemis Fowl, j'ai pas du tout la ref. Attendez, on va aller voir ça. Artemis Fowl. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, spontanément, ça me fait penser à... Ah oui, ok, d'accord. Sur un truc un peu comme ça, j'imagine, on voit. En effet, ah ouais, c'est assez cool. Le dessin, c'est assez chouette. Très bien. Donc ça, c'est la grosse actu à venir.
sachant que ça a déjà été décalé une fois, redécalera pas, on sait pas trop, sachant que en termes de décalage, Albin Michel, on en reparlera, il y a un décalage sur une de leurs parutions de mars, là, chez King. Mais en parlant de parution, en Angleterre, il y a quand même PS Publishing, qui est, je crois que oui, c'est en Angleterre, qui est une maison d'édition qui est spécialisée dans les éditions collector de livres de King, et ils font toujours des choses très très belles. Si Dead Hunter est là, il pourra vous en parler. Lui qui est un collectionneur de King, il pourra vous parler de à quel point ça part vite, comme pour les éditions de Cemetery Dance. C'est souvent assez cher, mais c'est souvent très très quali. Et donc là, il prépare pour cette année une édition limitée collector de différentes saisons. Le recueil de 4 nouvelles de King, rappelons-le, c'est le recueil quand même qui contient Le Corps, qui contient Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank qui a fait les évadés, qui contient La méthode respiratoire et Un élève doré. Donc, où 3 des 4 histoires ont fait 3 livres, 3 films assez incroyables. Et donc là, moi, c'est personnellement, ça fait partie de mes histoires préférées. Hein. Personne n'ignore ma passion pour les évadés et Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Et donc là, PS Publishing a annoncé sortir cette année cette édition collector de différentes saisons, en anglais. Hein. On parle vraiment d'éditions qui n'existeront pas en français. Nous, on n'a pas d'éditeur... je pense qu'on n'a pas un lectorat assez grand en français pour intéresser avec des éditions aussi chères, sachant qu'il y a beaucoup de Français qui lisent quand même de l'anglais, surtout quand ils collectionnent et qu'ils les achètent quand même comme ça. Et ce sera illustré par Eli John, qui est un artiste anglais, qui est très connu dans le milieu de l'horreur et qui a notamment été adoubé par Guillermo del Toro, donc forcément c'est... On dira qu'en termes d'horreur, ça se pose là quand Guillermo del Toro se dit admiratif de votre travail. Et on a eu 5 exemples de ce qu'il a commencé à préparer, sachant qu'il en est déjà à une 30aine d'illustrations. On ne sait pas s'il y en aura 30 dans le bouquin, on ne sait pas si les 30 qu'il a faites seront dans cette édition-là, on ne sait pas s'il y en aura plus, s'il va en faire d'autres, si potentiellement il y aura peut-être des posters, on ne sait pas. Peut-être des ex-libris avec... on ne sait pas trop. Sur ces parutions, c'est tout. J'ai une autre info parution, mais qu'on mettra directement dans la partie agenda. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ce qu'on a par contre pour la partie adaptation, c'est Les Enfants du Maïs. 12e du nom ou 13e du nom. Je pense que je l'ai mis quelque part là-dedans. Je crois que c'est 12e du nom. En fait, pendant le Covid, pendant le tout premier confinement que nous on a connu en France, en Australie, il y a une équipe de tournage qui a eu les droits de tourner un film qui, à mon avis, n'était pas non plus extrêmement indispensable, hein, parce que Les Enfants du Maïs, on connaît. Je vais vous mettre la bonne annonce sans le son pour pas me faire striker. C'est un nouveau film, alors hors franchise Enfants du Maïs, parce que les droits d'adaptation des Enfants du Maïs sont revenus à King il y a déjà bien 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Là, en fait, c'est un préquel à son histoire. C'est pas vraiment une adaptation, c'est plus une origin story qui reprend, grosso modo, on le voit là, les mêmes codes, des enfants dans du maïs qui vont tuer des adultes pour... Pourquoi, on va pas spoiler, on verra si c'est exactement comme dans la nouvelle ou pas, et comment ils font un préquel d'une nouvelle aussi petite qui a déjà eu une dizaine d'adaptations. On verra bien. Le seul souci qu'on a avec ça, c'est que y a pas de sortie en France qui est prévue pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sorti aux États-Unis dans les salles le 3 mars et ça s'est fait déglinguer par les critiques. Mais alors quand je dis déglinguer, c'est même pas du niveau du c'est un nanar, on le respecte, c'est un nanar qui se veut nanar et qui est un film qui est pas très bon, mais vu qu'il est pas très bon, on l'aime quand même parce qu'il assume le côté pas très bon. En fait, je pense, ça se voit dans la bande-annonce, ça se veut très premier degré, peut-être trop premier degré, et vraiment Variety, Bloody Disgusting, tous les médias qui ont pu voir ce film l'ont démonté. Donc ça veut pas dire que c'est une purge. Après, à mon avis, c'est quand même pas non plus le film de l'année. Moi, je pense qu'il se regarde, il doit se regarder, mais en France, en tout cas, en fait, vu qu'il est sorti aux États-Unis le 3 mars et qu'après il va aller directement en VOD sur la plateforme Shudder le 21 mars, toujours aux États-Unis, et ben nous en France, on n'a pas d'infos sur une éventuelle arrivée de ce film-là en France. Moi, je suis assez curieuse quand même. Oh my god, je me suis arrêtée au 2e. Bah oui, mais du coup, il t'en manque 10. Et on a des membres de l'équipe du podcast Le Roi Steven qui les ont tous regardés parce qu'on avait fait un live sur Les Enfants du Maïs.
À l'époque, on faisait encore des lives en physique, et il y en a qui avaient tout regardé. Donc celui-là, il va falloir le voir aussi, je pense. Moi, alors, j'ai pas la durée. Je pense qu'on est vraiment sur un 1h35, 1h40 max. C'est fou, toutes les adaptations qu'il y a du King. Oui, c'est un des auteurs, si ce n'est l'auteur contemporain, je dis bien contemporain, le plus adapté, parce que l'auteur le plus adapté, c'est Shakespeare, parce que dans les adaptations, on parle aussi de théâtre. Mais après, il y a du bon et du moins bon, oui. Moi, je trouve qu'on est toujours un peu ingrat avec les adaptations de King, à toujours pointer du doigt les plus mauvaises. Et qu'en vrai, celles qui sont bonnes, elles sont vraiment excellentes. Et il y en a des bonnes qui sont cool et qui passent, en fait. On est toujours extrêmement exigeant avec les adaptations, notamment celle de King, parce qu'il est beaucoup plus difficile à adapter que ce qu'on pense, et qu'est-ce que beaucoup de réalisateurs et réalisatrices pensent. Et là, Les Enfants du Maïs, c'était franchement pas nécessaire, donc évidemment que les critiques le déglinguent, en fait, parce qu'on en a trop eu, donc en fait, la mécanique est usée, donc à part y apporter quelque chose de novateur ou de vraiment cool, là, il a pas l'air horrible, mais c'est pas le film du siècle non plus. C'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais en fait, le fait qu'il sorte à peine 3 semaines au cinéma avant d'être relégué à une plateforme de VOD, je sais pas trop. Quand ça sortira, si un jour ça sort en France, on sait pas. Évidemment, je vous en parlerai, soit ici, soit en podcast, soit sur le site. Enfin, c'est pas soit, j'en parlerai ici, j'en parlerai en podcast, sur le site, sur les réseaux sociaux, on entendra parler, ça c'est sûr. Une autre sortie, ancienne celle-ci, je m'hydrate. Cette année, et là j'espère ne pas mettre un coup de vieux à trop de personnes, Kujo, le film, fête ses 40 ans. Et comme on aime bien dans l'univers de King, dès qu'un film fête un anniversaire, notamment une dizaine, on a droit à une édition Blu-ray, DVD, 4K, HD, 40 ans déjà, ouais, 40 ans. 40 ans Kujo. Donc on a droit chez KL Studio Classics à une édition 4K Ultra HD qui va sortir cette année, normalement cet été. Ce qu'on sait pas trop encore, on n'a pas les détails techniques du Blu-ray DVD, donc on sait pas si c'est un remaster, si c'est... En fait, à partir de quelle copie ils vont repartir pour faire cette 4K. Donc exactement si ça sera une vraie belle qualité 4K ou pas. Les infos vont arriver dans les prochaines semaines, voire prochains mois, je pense. Mais ce qui est cool, c'est qu'en général, avec ces éditions-là, on a des chouettes bonus. Avec vraiment, on retrouve des archives, des coulisses. Il y a des choses qui sont très connues, des images des coulisses, parce qu'on a déjà eu des très bonnes éditions de Kujo. Mais en fait, il y a un moment donné, j'aimerais bien la retrouver. Ah, c'est ça, moi j'adore cette photo-là. En fait, il y a des scènes où ils ne pouvaient pas utiliser le chien. Et évidemment, à l'époque, on n'avait pas les CGI, les effets spéciaux qu'on a maintenant. Et il y a un acteur dans un costume de chien pour certaines des scènes. Et moi, j'ai très très envie qu'on voit là, typiquement ça, en fait. C'est l'acteur qui est dedans, c'est pas le chien. Et il porte la fourrure. Et moi, j'ai très très envie de voir des images du tournage avec un comédien dans un costume de Kujo, en fait. Et l'avantage de ce type de réédition, c'est qu'ils arrivent à choper soit du contenu inédit, soit du contenu qui a été très très peu diffusé. Mythique, tellement mythique. C'est vraiment... Kujo, c'est le premier King que j'ai lu. L'adaptation est assez cool. Ça vieillit sans trop vieillir. Je préfère l'histoire du bouquin, parce qu'il y a quand même pas mal de différences entre le livre et le film, notamment en termes de fin et de messages à la fin. Mais quand même, Kujo, 4K Ultra HD, dans l'année. À voir évidemment, alors c'est pas une édition française, donc il faudra avoir un lecteur compatible. En général, pour les Blu-ray, c'est pas un problème. C'est de moins en moins un problème de toute façon. Maintenant, on a des consoles qui lisent, et avec un peu de chance, il y aura aussi une version digitale. Le livre fait partie de mon top 3 du King. Oui, oui. En fait, je me dis, il faudrait le relire maintenant. Je me demande comment il a vieilli. Je sais pas, Chris, si tu l'as lu récemment, mais je sais pas si... En fait, je pense qu'il est assez simple et assez en huis clos pour pas avoir des choses qui vieillissent pas. En général, les histoires de King vieillissent assez bien, en toute objectivité. Je l'ai lu très récemment, franchement, ça se passe très bien. C'est cool. Parce que moi, du coup, je l'ai lu il y a plus de 20 ans. Attendez, putain, il y a plus de 20 ans. Et je l'ai pas relu. Peut-être que... Il est pas long, en plus, de mémoire. Peut-être que je le relirai quand on le fera pour le roi Steven.
Une nouvelle adaptation, je l'avais jamais lue, donc découverte, et franchement, c'est très bien écrit. Ouais. En plus, Cujo, ça fait partie de l'époque où King se droguait. Donc c'est pas si évident d'avoir quelque chose de bien écrit parce que c'était un peu qui tout double à l'époque où il était sous emprise de drogue forte. Hein, on parle de cocaïne, héroïne, LSD et compagnie, et aussi d'alcool. Donc c'est pas mal. Une nouvelle adaptation qui va arriver, c'est une adaptation de la nouvelle Le Docteur résout l'énigme que nous, en France, on connaît dans Rêves et Cauchemars. En fait, alors, c'est marrant parce que toutes les news disaient la première adaptation en langue étrangère. C'est faux, parce qu'il y a eu des adaptations en français de King, par exemple, avec les Dollar Baby. C'est juste que là, c'est pas un Dollar Baby. Ils ont les vrais droits d'adaptation. Le Docteur résout l'énigme, en fait, il va être adapté en farsi, qui est la langue majoritaire parlée en Iran, et qui va complètement inscrire la nouvelle dans un mouvement qui est en ce moment en cours en Iran, avec évidemment tout le contexte politique qui est là-bas, dans la révolution Femmes, Vie, Liberté, qui est en cours dans ce pays. On sait très très peu de choses. Il me semble que le tournage est en cours ou ne va pas tarder. On a très peu d'infos, on n'a pas d'images. On sait qu'il va être diffusé dans un premier temps dans les festivals de courts-métrages, parce que c'est un court-métrage, je ne sais pas si je l'ai précisé. De toute façon, c'est marqué là en gros. Hein. Il va être diffusé dans un premier temps dans les festivals de courts-métrages. Avec un peu de chance, on aura une version sous-titrée en français. Ce serait dommage de la doubler, parce que c'est en farsi, et tout l'avantage c'est que ce soit en farsi, parce que ça va se passer dans un contexte qui nécessite que ce soit du farsi, et je pense qu'il ne faut pas dénaturer ça. Si on pouvait avoir une diffusion en France à un moment donné, en dehors des festivals, ça serait cool. Tu as des news pour l'adaptation de Billy Summers? Non, pas du tout. Pas du tout. La dernière news qu'on a sur Billy Summers, c'est Leonardo DiCaprio qui rejoint et la prod et le fait... Du coup, je réfléchis, pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon conducteur? Non, parce que j'en ai parlé au dernier live, on peut en reparler maintenant. Billy Summers, qui va devenir un film, produit par J.J. Abrams, ça on savait qu'il avait les droits depuis longtemps, et maintenant rejoint par Leonardo DiCaprio. Et si tout se passe bien, je pense à mon avis, surtout s'ils ont les financements qu'ils veulent, parce que Léo coûte assez cher, Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Ce qui, moi, me convient complètement. J'aime beaucoup Leonardo DiCaprio. Je trouve que c'est un acteur exceptionnel et qui toute la double identité de Billy Summers dans ce livre-là, il est complètement capable de le faire. Il nous l'a prouvé en plus de 20 ans de carrière. Il est complètement capable de le faire. Je trouve qu'il serait assez pertinent. Mais on n'a pas plus d'infos que quand on nous a dit « Ah bah au fait, Léo, il rejoint Abrams et peut-être qu'il fera le rôle principal. » C'est tout. C'était il y a un mois déjà. En général, les nouvelles, on les a au compte-gouttes, entre 4 et 6 semaines, entre deux infos. Surtout que là, on ne sait même pas si la prod a commencé. Je pense qu'ils recherchent encore des financements. Je t'en prie. Billy Summers, j'attends qu'il sorte en poche. Ouais, on n'a pas encore de date pour Billy Summers en poche. Il va falloir être patient, en effet. Une sortie qui fait beaucoup parler, mais en même temps, dès qu'on parle de ça, depuis que Barbara et Andrés Muschietti ont complètement renversé le cours des choses avec leurs deux adaptations, enfin sa chapitre 1 en 2017 et sa chapitre 2 en 2019, c'est Welcome to Derry, avec plus ou moins la même équipe, parce que c'est une série préquelle à ça, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser pas vraiment aux origines de Gripsou, plutôt à son arrivée à Derry. Alors moi, j'aime pas trop dire son arrivée à Derry, mais c'est un peu comme ça qu'ils l'ont présenté, parce que Gripsou, en réalité, était sur les terres de Derry avant que Derry ne soit Derry. C'est la ville qui s'est construite là. Ça va s'intéresser un peu à comment a évolué Derry en étant sous l'emprise d'une entité qui est ça, je vais dire maléfique, mais en vrai, ça, c'est pas un méchant, hein, c'est juste une créature qui a faim et qui se nourrit, grosso modo. Donc, est-ce qu'il est vraiment méchant ou est-ce qu'il est juste faim et c'est juste un prédateur on peut ouvrir le débat, mais en fait, la série a commencé à être produite, ce qu'on sait pas, et moi, j'ai vraiment hâte de savoir, et pour moi, ça sera vraiment la clé d'une bonne continuité des films, c'est de savoir si Bill Skarsgård reprendra son rôle de Gripsou, parce que je vois pas comment on peut faire une licence ça sans garder au moins le même personnage pour le même acteur pour le personnage principal. Je vois pas une autre personne que Bill Skarsgård et je les vois pas non plus
vu les 8 milliards de figurines et de peluches et de goodies qui nous ont sortis avec cette tête de clown, je les vois pas en fait prendre une autre forme de ça, parce que ça, rappelons-le, il prend la forme de des peurs des gens qui l'attaquent, et donc dans le bouquin, c'est une momie, c'est un clown, c'est pas que un clown. C'est la forme qu'on voit le plus, mais c'est pas que ça. Et donc là, ça serait quand même dommage de pas retrouver au moins une forme de clown. Alors peut-être qu'ils vont sortir la forme quand il est pas en clown, mais qu'il a sa salopette, là, je sais plus son nom. En fait, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, on sait pas trop sur quoi ils vont se baser, parce que King, il a quand même pas été archi bavard sur toute cette partie-là de l'histoire de Derry. Mais en tout cas, il y a une dizaine de jours, l'adaptation a été officiellement annoncée, entre guillemets, elle avait déjà été beaucoup annoncée. En tout cas, HBO Max a confirmé officiellement que Welcome to Derry sera chez eux. À moins qu'ils castent une méga araignée, j'avoue. J'avoue, ça serait bien. Que Welcome to Derry donc, sera chez HBO Max. Et donc, dans cette annonce, ils ont fait en sorte que les personnes impliquées dans le projet mettent une petite verbatim. Et la verbatim de King, elle est un peu à l'encontre de ce qu'il a dit il y a plusieurs mois dans un podcast, en mode ils font bien ce qu'ils veulent avec ça, moi ça m'intéresse pas. Là, c'était un peu plus... disons un peu plus parti pris de ah oui c'est trop cool machin, mais parce qu'il faut bien qu'ils le vendent. Il a dit en gros: je suis ravi que l'histoire de Derry, la ville la plus hantée du Maine, se poursuive, et je suis heureux qu'Andy Muschietti supervise les festivités effrayantes avec un groupe de réflexion comprenant sa talentueuse sœur Barbara, ballon rouge partout. Voilà, on verra. Moi ce que j'aurais aimé c'est qu'ils prennent part à l'écriture pour qu'on ait en fait une histoire que lui valide, mais qui vienne aussi de son esprit, parce que en fait de parler un peu de la enfin, quand on parle de ça, on parle forcément de toute la cosmogonie de King, donc on va faire des liens avec la Tour Sombre, et moi j'ai vraiment peur qu'il fasse des choses qui s'inscrivent pas bien dans tout ce qu'on sait déjà, dans tout son multivers. Donc ça serait chouette d'avoir un multivers kingien sur les écrans, et je suis pas sûre que ce soit vraiment l'ambition de Welcome to Derry. Aragog a pas dû prendre sa retraite encore, j'avoue. Ça serait trop bien. J'espère qu'ils vont faire... Alors le côté teen m'a pas tant dérangé que ça sur les films, mais j'espère qu'ils vont vraiment faire un truc super sombre, parce que ça, dans le bouquin, il est super limite sur des... Avec les enfants notamment, il est quand même très très limite en termes de creepy et de harcèlement et de tendance un peu sexuelle, tout ça. Et c'est des choses qui ont été très vite mises de côté, ce que je peux comprendre dans les films, et pour autant qui montrent bien aussi ce qui grippe sous. Donc on verra, on sait pas trop, en tout cas ça a été confirmé. Il y a eu une hype énorme autour de ça, mais parce qu'évidemment il y a eu une hype énorme autour des deux films, donc tant mieux. Tant mieux, parce que rappelons-le, les adaptations de King, quand elles ont du succès, elles servent l'auteur, et elles servent... En fait, ça permet, de faire mieux connaître King. Et moi, je l'ai vu, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, en fait, toutes les personnes qui tombent amoureuses des livres ou des séries, des films ou des séries, à un moment donné, s'intéressent aux livres. Et ça, c'est super de se dire on peut toucher des nouvelles personnes avec l'univers de King, et potentiellement réussir à les attirer vers les bouquins. En tout cas, il y a un gros potentiel à voir ce qu'ils vont en faire. Voilà. Il y a autant de chances de se planter que d'en faire un truc cool, en réalité. J'espère juste que c'est pas une volonté... Évidemment que c'est une volonté de surfer sur quelque chose qui a très bien marché, qui a fait beaucoup d'argent, mais ça veut pas dire que ça sera forcément pas bien fait. Donc espérons que ce soit bien fait. Sachant que normalement, les Muschietti, ils avaient annoncé il y a 3 ans qu'ils allaient faire Chantier, roman de King, paru sous Bachman. Et le truc, on n'a pas eu de nouvelles depuis. Donc ça veut peut-être dire aussi qu'ils attendent d'être sûrs de faire les choses bien pour les faire, parce que vu qu'ils n'ont jamais sorti Chantier, peut-être qu'ils le sortiront un jour. En parlant de faire les choses bien, moi, ma plus grosse hype et ma plus grosse crainte, c'est quand même ce projet de série de la Tour Sombre. Alors la hype, principalement parce que c'est Mike Flanagan, et que je pense qu'on peut lui faire confiance. Crainte, parce qu'en fait, si on met pas des milliards là-dedans, ça sera pas... Ça vaudra pas le coup. Il faut pas que ce soit un truc en papier mâché avec des mauvais acteurs et des mauvaises actrices. En fait,
Il n'y a pas eu de grandes nouvelles. Ce qu'il y a eu, chantier est toujours en chantier, exactement. C'est exactement ça. En fait, ce qu'il y a eu dans La Tour Sombre, c'est quelque chose que j'ai répété qu'au mois de décembre, j'ai fait ma archi relou sur Twitter. En fait, quand il y a eu la nouvelle de Flanagan va adapter La Tour Sombre, tout le monde disait bah du coup La Tour Sombre ça va sur Amazon Prime, parce qu'en fait à ce moment-là, Flanagan et son acolyte, je vais pas avoir le nom, c'est terrible. Flanagan et son acolyte, on en restera là, je retrouverai le nom tout à l'heure, venaient d'arrêter leur deal avec Netflix, qui est un deal d'exclusivité pour leur... Et Macy, putain merci Danito, et Macy. Donc Flanagan et Macy avaient un deal d'exclusivité pour leur série avec Netflix. Le deal s'est arrêté et a été transféré chez Amazon Prime. Dans la foulée, genre 10 jours après, on a appris que Flanagan avait les droits d'adaptation de La Tour Sombre. Et en fait, ce que tous les médias ont zappé à ce moment-là, et qui pourtant a été marqué dans la news de départ, dans l'info de départ que Flanagan a dit, c'est La Tour Sombre est en dehors du deal avec Amazon. Et pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, il l'avait pas encore assez avancé dans sa tête pour signer avec une plateforme avec laquelle il n'a jamais collaboré. Donc c'était... Pour lui, en fait, c'est le projet de sa vie, c'est ce qu'il a toujours voulu faire, et il va pas le mettre entre les mains de n'importe qui, donc c'était en dehors du deal. Et je pense que de toute façon, Amazon n'en a pas voulu à ce moment-là, et n'en voudra peut-être jamais, parce que n'oublions pas qu'il y a déjà eu un projet d'adaptation de la série La Tour Sombre par Amazon, qu'un pilote a été tourné, et qu'ils l'ont abandonné. Donc Amazon Prime a déjà tenté une adaptation de La Tour Sombre, qu'ils ont abandonné après un épisode, que quasiment personne n'a vu, qui n'a pas été diffusé. Ils l'ont pas abandonné parce que ça n'a pas trouvé son public, mais parce qu'en fait, ils ont voulu mettre leur argent. Ils voulaient faire une grosse épopée fantasy, fantastique, machin, et ils se sont dit, on n'a pas l'argent pour tout faire, et on a déjà en cours le préquel du Seigneur des Anneaux, donc on va mettre notre argent là-dedans. Donc est-ce qu'aujourd'hui, Amazon Prime va vouloir relancer un tel projet alors qu'ils ont mis max de thunes dans Ring of Powers? C'est pas dit. D'autant que, alors si les gens ont un peu oublié le film il a quand même un peu entaché le nom, entre guillemets, et que en fait, après, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que Ring of Power, tout ce qu'il y a autour de Game of Thrones, ça nous prouve aussi qu'il y a un public pour des grands cycles de fantasy, parce que c'est ça, La Tour Sombre, c'est un grand cycle, et pas que fantasy, mais quand même pas mal, un peu post-apo, tout ça. Avec post-apo, Last of Us, on peut s'y retrouver aussi. Mais est-ce que Amazon Prime voudra, on ne sait pas, et donc Mike Flanagan a redit dans un podcast la semaine dernière, non, La Tour Sombre ne fait pas partie du deal avec Amazon Prime, et donc La Tour Sombre, son projet de série, il avance dessus. Je pense de toute façon, ça fait 20 ans qu'il avance dessus, il l'a toujours eu en tête, donc il sait exactement ce qu'il va faire. Maintenant qu'il a les droits, il sait un peu plus où il va aller exactement. Mais la série et les films, parce qu'il y a 2 films qui sont prévus, non, ni diffuseur, ni studio. Il y a pour l'instant pas d'argent dessus. Donc on verra. Moi, en vrai, j'ai pas d'avis. Que ce soit HBO Max, Amazon, qui retourne chez Netflix, peu importe, tant que c'est un studio, 1, qui lui donne beaucoup d'argent, et 2, qui le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Bonjour Kerdual, bienvenue, merci pour le follow, on est en train de parler de La Tour Sombre. King s'est-il exprimé sur le nouveau projet d'adaptation de La Tour Sombre? Non. Non, parce que, en vrai, en soi, il n'y a rien de fait, à part le fait que King, il a dit « Ok, mon pote, je te file les droits d'adaptation ». Il n'a rien dit dessus parce qu'on ne sait rien. Ce qu'on sait, en gros, c'est ce que Flanagan répète dans des interviews depuis des années en disant « Si moi, un jour, je fais La Tour Sombre, je ferai comme ci, comme ça, comme ci, comme ça ». Mais vu que c'était pas des annonces officielles, King n'a pas pu réagir. Et en même temps, King est parfois tenu un peu par des contrats à dire « Ah oui, ok, ce projet-là est super cool ». Donc est-ce que son avis compte? Est-ce que son avis a une valeur quand il le donne publiquement? Je suis pas sûre. C'est le Kerdual, bienvenue. Encore merci pour le follow. Après, en vrai, je pense que La Tour Sombre, il y tient énormément, qu'il le donnerait pas à n'importe qui. Mike Flanagan, c'est quand même pas n'importe qui. Il a fait des très très bons Kings. Il a signé Dr. Sleep et 1922, qui sont très très... Et c'est ça, Oui, c'est ça. Qui sont archi cool.
il a fait quand même des très très bonnes séries d'horreur sur Netflix qui démontrent aussi qu'il est capable de faire autre chose que des jumpscares comme on a pu en voir dans par exemple les adaptations de ça. C'est quand même une autre ambiance. Je pense qu'il lui fait confiance là-dessus. En effet, moi, ce qui va manquer, c'est les sous. Non, Jesse, putain, Jesse, ouais, tu vois, j'avais un doute. Il a fait Dr. Sleep et Jesse, qui sont très bien. Et Jesse, pour bien l'adapter, il fallait y aller quand même. Donc on verra. J'ai très envie, j'ai très peur. Je pense qu'il y a de fortes chances. Ça pourrait être un projet qui sera oublié un jour, mais j'en doute assez. Ouais, ma seule crainte, c'est qu'il n'y ait pas assez d'argent. Et en même temps, est-ce que Flanagan acceptera de faire quelque chose qui n'est pas aussi ambitieux que ce qu'il a envie de faire? Je sais pas. Mais du coup, quelle est la solution si personne ne veut lui donner tous les moyens dont il a besoin? À voir. J'ai pas vraiment de solution à ça. En tout cas, ça sera peut-être pas chez Amazon. Ou c'est pas dealé avec Amazon pour le moment, en tout cas. En parlant d'adaptation, sur les planches, je sais pas si vous avez déjà vu des adaptations de King au théâtre. Il y a des choses très très cool qui se font. À Paris, j'avais vu Misery, il y a 4 ans déjà, je crois. Et là, nous avons King Hotel. Si vous êtes du côté de Toulouse, là, ça se passe en banlieue. Alors, est-ce qu'on peut dire en banlieue? Je suis pas sûre que ce soit tout à fait en banlieue, mais dans une ville proche de Toulouse, qui est Pibrac, dans le 31. Là, au mois de mars, le 10 et 11 mars, et le 17 et 18 mars, il y a King Hotel, qui est une adaptation de Shining. Alors, vu qu'il parle d'adaptation musicale, je pense qu'on est un peu sur une comédie musicale, et ça peut être assez cool. Moi, Shining a été... non. Non, c'est Misery qui a été à Broadway, qui était vraiment très bien. Et je pense qu'avec Shining, il y a vraiment des choses à faire. Voilà, donc c'est 4 jours. Je ne sais pas si c'est complet ou pas. Si vous êtes dans le coin, je vous invite à y aller. C'est toujours assez sympa de voir ce qu'on peut faire sur les planches de romans, en fait. C'est vraiment... on est habitué aux adaptations en série et en film. On est un peu moins habitué aux adaptations sur les planches. Et il y a vraiment des très belles propositions qui sont faites. Là, on a la chance que ce soit une proposition par des Français pour des Français en France. Donc ne loupez pas ça. Je reviens un peu sur La Tour Sombre. J'ai dépensé 300 €, comme beaucoup de personnes, suite à cette annonce. En fait, on parlait adaptation de La Tour Sombre, il y a la vraie adaptation de La Tour Sombre qui existe à ce jour, c'est celle qui est en comics, qui pour une raison obscure s'est arrêtée depuis des années en France, mais qui en fait a couru jusqu'au Covid, de 2012 jusqu'en 2020, jusqu'au Covid, on a eu une adaptation sans discontinuer de La Tour Sombre en comics chez Marvel, si je ne dis pas de bêtises. Et en France, ce qu'on a, c'est ce qui est sorti il y a déjà un paquet d'années, qui s'est très mal vendu, donc qui du coup a... C'était chez Panini, je crois. Donc qui du coup a... Oui, Panini Comics, qui nous a fait que 14 volumes, qui couvre juste le tout début de ce qui a été adapté aux États-Unis, qui aujourd'hui n'est plus édité du tout, donc se vend une fortune sur eBay. Les tomes 13 et 14, ils sont à 250, 350 €, c'est n'importe quoi. Alors qu'en VO, ils se trouvent très bien, qu'en VO, ils sont plus complets. Et en fait, à la rentrée 2023, on a 3 omnibus qui vont sortir de tout ce qui est déjà sorti en anglais. 3 gros omnibus que moi j'ai commandés. Parce que du coup, je les ai jamais lus en anglais, donc je les ai lus en français, mais ça veut dire que j'ai même pas la moitié de ce qui a été adapté. Et du coup c'est dommage quand même. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir lire en anglais. Donc il y a 3 omnibus. Ce que j'espère, c'est que la réédition en anglais et l'intérêt qui est autour de toute La Tour Sombre, parce que adaptation, parce que machin, et nous on le voit avec la 19e Palabre qui a un vrai intérêt autour de ça, que Panini Comics va se bouger pour soit rééditer ce qui a été déjà édité, mais aussi pour continuer à traduire ce qui a été déjà publié en anglais, parce qu'il y a un gros trou dans la raquette, quoi. Les comics sont géniaux, ils m'ont fait apprécier l'histoire du tome 4. Ouais, en plus je pense vraiment que... c'est comme tout, hein, un support sert l'autre et que au moins comme ça, ça met des images en tête, c'est plus facile. Est-ce qu'il écrit un autre livre après Oli? Eh ben, King, il est tout le temps en train d'écrire, donc certainement. Il a encore rien annoncé. On sait qu'il y a Rattlesnakes qui doit sortir, qui est une suite de Cujo. De mémoire, on ne sait pas trop si c'est un roman ou une nouvelle. En effet, on sait que son prochain roman en anglais, c'est Oli.
mais qui, de toute façon, si son roman au lit, il est prêt, et là, il continue à écrire, donc il sortira autre chose, mais pour l'instant, c'est pas annoncé. On en est là. Et toujours bande dessinée, Creepshow. Ça, c'est marrant, Creepshow. En fait, Creepshow, à la base, c'est un film de King et Romero qui est inspiré des BD mi-horrifiques, mi-comiques, qui est devenu aussi une série il y a quelques années à succès. On attend encore la saison 4, mais une grosse série qui est faite par Greg Nicotero. Et pour boucler la boucle, la série devient un comics, sachant qu'il y avait déjà eu un comics du film de King et Romero. Et en fait, il y a eu 5 épisodes, petits épisodes, qui ont été publiés entre septembre dernier et janvier de cette année. Et on nous a annoncé qu'il y aurait une deuxième saison, si on peut parler de saison pour des comics, une nouvelle série de 5 petits épisodes de Creepshow. Cette année, en anglais, évidemment, ça, on parle encore de quelque chose qui n'est pas traduit. C'est très cool. Moi, j'ai commandé l'omnibus donc, qui réunit, ça c'est l'issue 5, donc qui réunit les 5 premières issues qui sont sorties entre septembre et janvier, je le disais, qui va arriver courant de cette année, pour les lire, parce que c'est des histoires inédites. King n'y a pas participé, hein, ça porte juste son nom. Merci Grand Poil, je vais boire alors. Coucou Grand Poil, j'espère que tu vas bien. Creepshow, la série de 3 saisons, est dispo sur Paris Première. La série est cool, si on aime le genre, la série est très cool. Moi, c'est pas trop mon type, et pourtant, j'ai passé vraiment un bon moment. Et donc là, en attendant, pour faire patienter, il y a des comics en anglais. On n'a pas d'annonce pour un rachat en français, donc les 5 premiers sont sortis, il y en a 5 nouveaux qui arrivent, et donc je disais, King n'y a pas participé, mais c'est des histoires qui s'inscrivent un peu dans son univers et dans la lignée de ce qu'il sait faire. Donc ça promet d'être sympa. Et moi, j'ai commandé quand même les 5 premiers, parce que je pense que ça va être assez rigolo. On a fini sur les adaptations. On va balayer rapidement. Si vous étiez là au dernier live du roi Steven, vous nous avez entendu parler de faire un bingo Stephen King. Je sais plus pourquoi. En fait, on réagit sur quelque chose à un moment donné. On se dit, bah oui, mais en fait, ça c'est classique chez King, il fait toujours ça. Et donc, on commence à délirer sur un bingo Stephen King en disant, bah ok, en fait, quand on lit une histoire de King, il y a clairement des choses à cocher et quasiment toutes les histoires, il y a les mêmes mécaniques. Ce qui est normal, hein, ça veut dire qu'il a une identité, c'est plutôt bon signe. Et donc du coup, moi je me suis amusée dans la soirée, pendant l'enregistrement, à faire un bingo Stephen King, que je vous invite à télécharger, à réadapter comme vous le voulez, à le refaire sur du papier pour pouvoir le cocher, tout ça, qui est disponible sur le site et les réseaux sociaux. C'est vraiment pas grand chose, c'est juste pour s'amuser. Moi j'ai relu N là, j'ai pas pensé à le faire, mais dans N, on peut déjà cocher 19, on peut cocher un professeur, on peut cocher spoil la suite de l'histoire, c'est vraiment un truc très très kingien ça. Donc on a un bingo Stephen King sur le site. Et puisqu'on parlait du roi Steven, avec le podcast Le Roi Steven, on a continué notre avancée dans la trilogie Beetlejuice et on a sorti en février, le 23 pour être exact, l'épisode 56 déjà, dédié à Carnet Noir, qui est le tome 2 de ce qu'on appelle la trilogie Beetlejuice. Et on va attaquer fin de ronde avec un enregistrement, je sais plus quand, Grand Poil, c'était toujours là, je pense que toi tu as la date en tête, un enregistrement autour du 15 mars, un truc comme ça. Et puisqu'on parle encore de podcast, un autre qui me tient très très à cœur, c'est la 19e Palabre, qui est notre podcast dédié avec Grand Poil, encore une fois, et Zéphiriel à la Tour Sombre, où on étudie le cycle de la Tour Sombre. Donc toujours un warning autour de ce podcast où on spoil à balle tout le cycle. Dès le premier épisode, dès le début du premier épisode, on spoil la fin du cycle. Donc si vous voulez lire et pas vous faire spoiler, que vous connaissez pas encore l'histoire, ne nous écoutez pas, mais mettez le podcast de côté et venez nous écouter après. On a sorti notre épisode 2, le 19 février, de la 19e Palabre, où là, en fait, on fait chapitre par chapitre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dans le Pistolero, et donc là, on a parlé du relais, qui est le chapitre 2 du tome 1 de la Tour Sombre, le Pistolero. Et je pensais pas que on parlerait 2h05 de juste un chapitre. Et évidemment, le 19 mars, on sortira notre épisode sur le chapitre 3, qui est l'oracle et les montagnes. Vivement le 19e épisode. Mais oui, mais je me dis, pour le 19, on va faire quelque chose. Et normalement, on fera un hors-série
On va faire un hors-série. Cela, on va boucler le Pistolero en 5 épisodes. Et donc, on fera un épisode 6 hors-série sur toutes les théories qu'on a effleurées, pas développées, ou des choses dont on n'a pas parlé et qu'on peut faire en lien avec le premier épisode. Le premier tome avec le Pistolero. On a déjà quelques idées. N'hésitez pas, si vous nous écoutez, à nous envoyer vos théories et à réagir à nos théories. Nous, ça met de l'eau dans notre moulin. On adore ça. Et en plus, comme ça, c'est des choses dont on pourra parler dans un épisode spécial dès qu'on aura bouclé ce tome-là. Bientôt, parce qu'il n'y a que 5 chapitres dans le Pistolero et que là, on enregistre demain, nous, le 3e. Pas en live, on fait pas de live pour ça, mais on l'enregistre demain. Et enfin, côté documentaire, il y a un documentaire français que j'ai très très hâte de voir, que j'ai pas encore vu, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. C'est King on Screen, qui est fait par 2 Français, qui est fait par Daphné Béouir et Sébastien Cruz, il est là, producteur, qui sont 2 personnes adorables, passionnées, qui savent vraiment ce qu'elles font, qui ont fait un documentaire sur les adaptations de King et qui ont quand même réussi à avoir Franck Darabont. Franck Darabont, rappelons-le, c'est une personne qui a quand même signé parmi les meilleures adaptations de King. On peut citer Les Évadés, La Ligne verte et The Mist, c'est quand même pas rien. Qui est à la retraite, qui s'est retiré du monde de la réalisation parce qu'il a envie de profiter, il le dit lui-même, alors il n'est pas si vieux que ça, mais il dit qu'il a envie de profiter des années qui lui restent en toute tranquillité, et qui est très peu bavard dans les médias. Il l'était déjà très peu quand il était réalisateur et qu'il l'est encore moins. Ils ont réussi à l'avoir. Le documentaire a été diffusé au Festival de Gérardmer il y a quelques semaines et il y a eu vraiment des très très bons retours et on commence enfin à l'avoir diffusé auprès du grand public en France. C'est-à-dire que ce mardi 7 mars, à 21h50 sur OCS Géant, le documentaire sera 22h45, le documentaire sera diffusé et normalement il va aussi arriver sur Shadows. Le podcast est vraiment très bien, bravo pour le premier épisode, ça m'a bien donné envie de relire. Merci beaucoup. En fait, on a plus ou moins fait un club de lecture autour de la 19e palabre. Si vous voulez relire en même temps que nous, c'est facile, c'est un chapitre par mois, donc relisez en même temps que nous. Et comme ça, quand on sort un épisode, vous pouvez réagir en ayant tout en tête, et comme ça on pourra en discuter sur le Discord ou sur les réseaux sociaux ou en commentaire sur YouTube avec grand plaisir. Et donc King on Screen, qui est à voir, et je pense que ce sera disponible sur d'autres plateformes de VOD que Shadows. Shadows étant la plateforme de streaming, parce que c'est une plateforme de streaming française spécialisée dans tout ce qui est horreur et fantastique. Donc c'est assez logique que ça parte chez eux. Mais voilà, ça arrive bientôt, c'est cool. Je pense que c'est vraiment à voir. En plus, c'est français, donc on peut faire un cocorico là-dessus. On termine sur la partie agenda, et c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'il y a une parution qui a été décalée. Oui, j'ai vu King on Screen, la partie fictive en début de film est pleine d'easter eggs, ça va te plaire, Emilia. Ah là là, je pense que je vais devoir faire pause toutes les 8 secondes. Ça va me rappeler... je sais pas si vous avez regardé la série Castle Rock qu'avait faite J.J. Abrams. Le générique de la saison 1 et de la saison 2. Le premier épisode de la saison 1, je pense que j'ai passé 1h30 sur le générique à tout décortiquer, c'était incroyable. Et là, potentiellement, ça va être ça aussi. Donc l'agenda, le live Twitch, on y est, hein, il n'y a pas de sujet. Le documentaire, je viens de vous en parler, c'est mardi soir. Les Enfants du Maïs, je vous en ai parlé en début de live. Là, il est au cinéma aux États-Unis et il arrive en VOD aux États-Unis le 21 mars. Et ce que je voulais vous dire, c'est Nécro. Donc, pour resituer, Albin Michel, ils ont une collection qui s'appelle Wiz, qui est une collection de jeunesse plutôt dédiée aux adolescents, dans lesquels ils font paraître des nouvelles ou des romans courts de King qui ne sont pas des inédits. Donc Nécro, c'est pas un inédit, comme ils ont fait Le Corps, ils ont fait Brume, ils ont fait Haine, ce sont des nouvelles qui sont déjà parues dans des recueils en français, qui mettent sous une autre forme pour attirer un nouveau public. Et donc là, ils avaient prévu Nécro le 1er mars, et ça a finalement été décalé au 29 mars. Donc c'était juste ça. Moi, j'aime beaucoup cette collection. Après, évidemment, c'est beaucoup décrié, parce que ça veut dire qu'on nous fait payer, là, 12€ une nouvelle qui est dans un recueil qui lui-même coûte 7 ou 8€ quand on le prend en poche, voire 1€ quand on le prend
Quand on le prend, enfin 1 € sur Vinted, quoi. Oh, bonjour Mimi, merci Mimi pour le raid. Oh, bonjour les nouveaux followers, bonjour Zico, bienvenue. On est en train de parler de King, on est sur l'agenda des prochaines sorties, et je parlais de Nécro. Et c'est marrant, Mimi, parce que tu avais réagi, moi, à la photo que j'avais faite de N dans cette collection-là. On est en train de parler de King, mais oui, mais c'est le live actu de King, le premier dimanche du mois, Mago, vraiment, mais oui. Chaque premier dimanche du mois, ici, on débriefe l'actualité de King du mois précédent. On a parlé de la Tour Sombre, tu nous as loupé parler de la Tour Sombre, mais ça sera disponible en replay. Merci aux nouvelles personnes, merci Zico pour le follow, merci Silem pour le follow, bienvenue. Bienvenue, et de toute façon, on a bientôt fini la partie actualité, après on va partir sur Alan Wake, où je souffre un peu, mais on y joue parce que y a beaucoup de ref hacking. Je file, je sors d'un maxi live, cerveau free. Mais oui, parce qu'en plus, je crois que tu as commencé à 11h, il est presque 18h. Bon courage, et allez suivre Mimi, on a fait ensemble, on a parlé de King ensemble, mais elle parle aussi de The Last of Us. J'ai vu que tu parlais de santé mentale aujourd'hui. Bon courage et très bonne soirée. Et donc Nécro, ça a été décalé du 1er mars au 29 mars. C'est un peu une tendance chez Albin Michel ces dernières semaines, même ces derniers mois, de tout décaler. Et c'est pour ça que quand je parlais de la parution de Fairy Tail le 8 avril, le 13 avril, on n'est pas sûr que ça sorte le 13 avril. Donc pour l'instant, c'est annoncé comme ça. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas parce que c'est décalé que c'est mieux traduit, dans le sens où qu'il y a des vrais soucis de traduction chez Albin Michel ces dernières années, et que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont donnés aux traducteurs, traductrices. Il y avait un dossier sur le site à ce sujet-là, et que pour des raisons un peu obscures, alors ils n'ont jamais voulu répondre ni à mes questions, ni aux questions de Gorian Delpature, qui est un journaliste belge qui avait fait un dossier sur le sujet. En fait, c'est tout le temps décalé, et c'est pas quali pour autant, donc à un moment donné, moi je préférais que ça mette 2 ans à sortir. Il n'y a pas eu d'élection pourtant, oui. Je préfère que ça mette 2 ans à sortir, et qu'on ait une bonne trad à offrir aux personnes qui ne lisent que en français, plutôt que là, avoir... En fait, c'est même pas une question qui est des coquilles, c'est qu'il y a... Le sens change, quoi. Le sens de certaines phrases change, il y a des interprétations, il y a des morceaux qui manquent, c'est vraiment pas très très quali. Et si on voit loin, donc 12 avril, on a dit Fairy Tail, la parution de la traduction de Contes de Fées. Et puisqu'on parlait comics tout à l'heure, il faut quand même noter que Delcourt a fait un gros effort. Et en fait, Delcourt détient les droits de parution du comics Le Fléau, adapté du Fléau. On n'a pas encore de visuel pour celui-là, a priori. Et ils ont tout réédité. Et ça, c'est cool. C'est aussi un très bon comic, qui est une bonne adaptation d'un excellent roman, n'oublions pas, qui a fait une série un peu médiocre et un film un peu compliqué, un peu long, mais parce que scénarisé par King et que King n'est pas un bon scénariste. Ne l'oublions pas, King est un auteur. Et on a terminé l'actu de King. Je sais pas... On n'a rien oublié. Je refais le tour de mon conducteur, mais on n'a rien oublié. Ça veut dire qu'on va partir sur Alan Wake. Faire juste un seul chapitre. Il y a une dizaine de chapitres. Je crois qu'on est au 8 ou au 9. Je fais une micro-pause avant qu'on parte sur Alan Wake. Et ça sera la coupure pour YouTube. Parce qu'évidemment, tout ceci est en replay sur YouTube. Ça sera la coupure pour YouTube. Je fais une micro-pause et on revient faire du jeu vidéo à la recherche de ref hacking tout à l'heure. À toutes.